le gouvernement a fait des mémoires, que ce soit en France, enfin, dans tous les pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y aurait moins de risques que la mémoire soit occultée? Peut-être qu'on peut parler aussi de ce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'est-à-dire la diffusion des informations. Enfin, je vous laisse faire. Ce sera un moyen de répondre aussi. Donc aujourd'hui, déjà, on a d'autres médias qu'à l'époque, je pense notamment et surtout à Internet, qui permettent de mieux faire circuler les informations, même quand elles veulent être cachées, via certains moyens. Je pense par exemple au Tor Project, qui est donc un projet d'Internet alternatif qui fait tourner des informations qui ne sont pas forcément révélées officiellement. Mais ça a quand même ses limites, puisqu'on remarque souvent que certaines choses réussissent quand même à être occultées. Je pense au cas par exemple des camps de concentration en Tchétchénie qui avaient donc pour but de massacrer les personnes homosexuelles dans ce pays et qui n'ont pas été découverts, qui ont été découverts après 2 ou 3 ans d'existence sans que personne ne s'en doute, parce que personne là-bas ne voulait en parler et que les personnes qui s'en sortaient avaient trop peur d'en parler pour que cette information tourne. Donc, je dirais que c'est moins possible aujourd'hui d'occulter des informations comme c'était possible à l'époque, mais que c'est toujours le cas et que ça restera sûrement toujours le cas. Après aussi, je pense qu'on a tellement une quantité d'informations qu'on peut négliger l'information. Donc je pense que dans un certain sens, on pourrait justement oublier la mémoire, du moins s'y intéresser. Moi, je pense que je rejoindrais Basile en disant que ça dépend aussi du contexte politique du pays. Et aussi, en fait, forcément des médias qui existent aujourd'hui, parce que il y a obligatoirement quelqu'un qui est au courant de quelque chose et qui va vouloir le partager à travers les médias, même si le gouvernement va s'opposer à ça. Au Mexique, par exemple, avec toutes sortes de trafic de drogue ou autre, on sait que le gouvernement, enfin, ça concerne aussi toute l'Amérique latine, on sait que le gouvernement tente de faire quelque chose, mais en fin de compte aussi le cache. Et il y a des gens sur Internet qui essayent de remédier à ça et qui malheureusement se font prendre et se font souvent assassiner aussi par les personnes qui font le trafic, ou même parfois par le gouvernement. Et c'est aussi beaucoup le cas des journalistes. On pourrait ajouter à ça que, en fait, justement avec Internet, qui est un outil qui permet de communiquer d'une nouvelle façon, ça devient de plus en plus difficile de cacher les événements importants, mais il y a un risque avec ça de dispersion, c'est-à-dire de dispersion des informations dans les réseaux sociaux. Par exemple, il y a une étude qui est faite en ce moment même, depuis 2015-2016, après les attentats du Bataclan, sur comment justement la mémoire est transmise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une étude du souvenir qui a jamais été faite en fait. Ça va passer par des travaux d'historiens, de neuropsychologues, de lexicologues. Donc c'est une opération qui est baptisée 13 novembre. Et ce qu'ils remarquent en fait, c'est que par exemple sur 100 témoignages, il y a l'impression qu'il y a eu 100 Bataclans différents. Et justement cette nouvelle façon d'écrire l'histoire rend difficile l'élaboration d'une ligne objective. Donc c'est certes intéressant dans le sens où l'histoire est plus complète, mais elle est en même temps plus difficile à établir. Pour rebondir sur ce que tu disais, Gabriel, ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers résultats donnés par l'historien justement qui s'occupe de ces mémoires du Bataclan, donc avec un neuropsychologue par ailleurs, c'est qu'il dit que en fait, il y a certes les mémoires individuelles,
mais il y a aussi la mémoire déjà qui est en train de se fabriquer à partir de ce que les médias disent aussi d'un événement. Bah oui, on a tous vu quand ça s'est arrivé à la télévision, il y avait des lives en permanence, il y avait des vidéos sur smartphone qui fuitaient sur internet. Donc, et en même temps que la mémoire des gens qui vraiment étaient présents, il y avait une mémoire publique, si je peux dire ça comme ça, qui se développait en parallèle. Et ce qui fait que pour un événement particulier, tout le monde a développé une mémoire individuelle, même si on n'était pas là sur les lieux, à cause justement de l'omniprésence de l'information. Pour rejoindre ce que vous disiez sur les réseaux sociaux, je prends un exemple précis qui est le cas de l'Iran. Vous avez des internautes qui parviennent à transmettre donc des petites séries documentaires qui vont contester un peu la politique officielle, et vous pouvez les trouver sur Arte. Ça s'appelle Iran No Filter. Évidemment, ça se centre beaucoup sur justement le sort des femmes. Voilà. Donc on parvient à obtenir des informations par ces moyens détournés. Donc si justement c'est la mémoire, une mémoire collective, une mémoire de vainqueurs qui écrivent l'histoire, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en cause toute l'histoire qu'on nous a appris jusqu'à maintenant, par exemple, si on vous apprend depuis le début de notre scolarité que la France est unie et indivisible, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a de nombreuses régions qui ont été plus indépendantes, comme la Bretagne ou la Bourgogne. D'autres régions qui ont fait partie d'autres pays, comme la Corse ou l'Alsace. Même quand on parle des territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, qui devait prendre son indépendance dans les années à venir. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faudrait juste se limiter les cours qu'on nous apprend l'histoire avec la littérature pour enrichir des témoignages de personnes qui ont vécu des événements qu'on nous apprend pas avec eux. Sur la Nouvelle-Calédonie, comme tu disais, c'est effectivement important de se détacher également de ce qu'on nous apprend en cours et de développer une curiosité comme ça à travers les arts. Et, par exemple, il y a un film qui s'appelle le film L'Ordre et la Morale, qui parle de justement la prise d'otage de gendarmes français par des Kanaks qui voulaient leur indépendance. Et ça nous montre une face un peu cachée, un peu sombre de l'histoire, parce que ça se passait pendant les élections présidentielles françaises, et justement ça a été une sorte de de foirage en fait, parce que ça aurait totalement été différent dans un autre contexte, et l'histoire a été écrite à partir de ça, et c'est important de voir justement à travers des arts une autre facette de ce qu'on a. Moi, je voudrais intervenir en tant qu'enseignant d'histoire-géographie, quand même, en disant que je ne pense pas que l'histoire qui est enseignée en France soit une histoire officielle, comparée à d'autres pays. Je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là. Et justement, pourquoi? Parce que, d'une part, elle est nourrie par le travail qui est effectué par les historiens. Parfois, ça a été dit d'ailleurs, parce que c'est suscité aussi par des mémoires qui, à un moment donné, frappent à la porte aussi et disent mais voilà, il faudrait parler de ça. Et donc, les historiens vont prendre en compte certaines demandes sociales, finalement, de mémoire, et puis vont vérifier, vont regarder, et vont produire des livres. Par exemple, il est vrai que Alice Zelliter, avec L'Art de perdre, met en lumière la mémoire des harkis, qui n'est pas finalement toujours mise en avant dans la société française. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des travaux d'historiens. Il y a quelques années, il y a 3 historiens, dont l'un est aujourd'hui inspecteur général d'histoire-géographie d'ailleurs, qui se sont intéressés aux harkis et justement à la question de la mémoire des harkis dans la société française. Et donc ces travaux-là ensuite sont diffusés à travers les manuels et puis aussi à travers la démarche pédagogique qui peut être proposée par un enseignant avec ses élèves. Et puis deuxième chose,
je pense aussi que nous sommes dans un système scolaire où l'esprit critique, justement, est quand même mis en avant, valorisé. Hein. Sinon, je pense que nous ne serions pas là. Je pense aussi qu'il faut dissocier l'histoire institutionnalisée de l'histoire réelle que l'historien aujourd'hui cherche à retrouver. Par exemple, ça fait jusqu'à très récemment, en fin de compte, on ne parlait pas du tout de la Commune de Paris en 1870. Et seulement depuis quelques années, on en parle et on se rappelle les faits. Soit les communards qui ont mis des canons sur la butte Montmartre, on a viré les canons, on a viré les communards, on a construit la basilique, on n'en a plus jamais parlé. Aujourd'hui, enfin depuis quelques années, on recommence à en parler, on recommence à se souvenir. Donc je pense que l'historien aujourd'hui essaie de retrouver la mémoire en fin de compte. Alors, pour aller dans le sens de François, je pense aussi que son intervention prouve qu'on va s'intéresser aux parties de l'histoire qui suscitent notre questionnement, notre curiosité, et que c'est peut-être à chacun d'entre nous aussi d'aller vers des zones de l'histoire qui nous parlent, par les problématiques qu'elles mettent en œuvre, et que chacun collecte des informations, mais qu'il n'y a pas, comme disait Zénitaire, c'est difficile d'avoir cette version unique, et qu'on va toujours confronter une version qui donne des repères globaux, parce qu'il faut bien qu'on en ait, et puis notre propre approche de ce qui s'est passé. Surtout que l'histoire, elle est enseignée par les gouvernements d'une certaine manière, telle qu'elle est enseignée par l'école. Elle est aussi triée dans l'optique de ne pas dresser une partie de la population contre une autre. Et il y a tout simplement des choses qui politiquement sont trop compliquées à aborder directement par un gouvernement. Je pense par exemple à la situation actuelle en Érythrée. C'est peut-être trop compliqué pour le moment de parler en cours d'un système qui actuellement est dangereux ou actuellement cause des problèmes à sa population, mais on peut se renseigner d'autres manières. Par exemple, pour ce qui est de la mémoire, on peut trouver des mémoires individuelles de personnes qui sont allées en Érythrée ou qui ont vécu en Érythrée et qui actuellement témoignent par exemple sur Internet. Mais pour ce type d'information, c'est vrai que c'est encore trop délicat peut-être d'en parler à une échelle nationale, ou en tout cas par le biais de l'école qui doit être gérée par un gouvernement qui a aussi des objectifs politiques dans sa manière de mettre en place. Et je pense aussi, pour rejoindre ce que vous disiez, monsieur Olivier, c'est que, en fin de compte, c'est vrai qu'on voit dans nos cours d'histoire qu'il y a énormément de documents qu'on est amené à étudier, que aussi, personnellement, on a tous un accès à la culture qui est aussi qui est très large et qui peut nourrir chaque jour ce qu'on étudie. Il y a des parties du programme de l'histoire dans cette matière qui sont très actuelles. Je prends un exemple très récent, c'est qu'on étudie la situation du Proche et Moyen-Orient, et c'est toujours quelque chose qui est en mouvement aujourd'hui, et on peut, à travers tous les médias qui vont en traiter, et à travers notre cours, avoir un esprit critique et encore nourrir ce qu'on voit en classe par toutes les actualités qu'il y a. Et en fin de compte, vu que l'histoire touche vraiment pratiquement toute notre vie, et on en a des échos de partout, forcément on va pouvoir amener justement cet esprit critique et nourrir de tout ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et pour reprendre ce que disaient monsieur Olivier et François tout à l'heure, je ne pense pas non plus qu'en France on ait une histoire officielle au sens où elle serait manipulée avant diffusion, mais c'est prouvé et même logique qu'il y ait certains épisodes de l'histoire qui ne sont pas mentionnés, même s'ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas mentionnés dans les programmes ou en tout cas sont très largement minoritaires. Je vais prendre comme exemple, loin de moi l'idée de minimiser la Shoah, mais donc je voulais parler du Congo belge qui au moment où ça s'est produit, a fait 15 millions de morts en Afrique, donc au Congo.
Et au cours de cette période, il s'est passé des choses atroces aussi. Je pense notamment à l'utilisation des mains coupées d'esclaves comme monnaie d'échange. Et alors que la Shoah, qui donc se déroulait en Europe sous le régime nazi, a fait 10 millions de morts, et que cet événement, lui, en a fait 15 millions, il n'y a qu'un seul des deux événements qui est traité dans les programmes d'histoire, et forcément ça crée des problèmes au niveau de la mémoire collective. Et j'ajoute que si vous voulez approcher cette réalité, vous pouvez passer par la fiction littéraire, que ce soit celle de Vuillard, qui a écrit Congo. C'est un petit livre un petit peu sur le même modèle que L'Ordre du jour, donc où il vient écorner cette histoire et révéler ses ossements. Et vous pouvez aussi lire le très bref roman de Conrad qui s'appelle Au cœur des ténèbres. Voilà. Allez-y. Non, c'est bon. Enfin, il y a aussi souvent des moments qui prennent. Peut-être. Oui. Mais au final, quand on revient sur l'avenir de la mémoire et de l'histoire, est-ce que, puisqu'en ce moment notre société, en tout cas en France, mais aussi dans les sociétés anglo-saxonnes, on prône le multiculturalisme, en même temps une certaine unité autour d'une société républicaine, est-ce que ça ne va pas rentrer en contradiction avec pas forcément une histoire officielle, mais une histoire institutionnalisée, enseignée en cours, mais qui va rentrer en contradiction avec pas non plus l'extrême du communautarisme, mais cette idée que chacun a sa propre culture et que moi j'ai ma mémoire, même si elle peut rentrer en contradiction avec ce qui est enseigné en cours. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait du futur des mémoires, et même tout au long du débat, c'est que donc forcément il y a toujours, quand je parlais de Ron Kovic par exemple, il y a toujours des mémoires personnelles qui vont rentrer en contradiction avec l'histoire officielle. C'est le principe même de la mémoire et de l'histoire, puisque l'une est subjective et l'autre objective. Enfin, objective. Et donc, je pense que oui, forcément, ça rentrera en contradiction à un moment ou à un autre avec telle ou telle personne, mais que tant que le gouvernement en question est prêt à accepter ces mémoires personnelles et après vérification à les intégrer dans cette histoire officielle, ça ne posera pas de problème. Par exemple, les mémoires subjectives des groupuscules va prendre le dessus et à la fin il y aura un déni total. C'est justement le travail de l'historien de ne pas mettre en avant une mémoire, mais de comprendre qu'une mémoire de tel groupe a sa valeur, quelle mémoire de tel groupe a cette valeur. Enfin, l'historien ne se fait pas juge, il ne juge pas les mémoires, mais il centralise. Non, il est censé prendre un regard supérieur. En fait, il n'est pas censé prendre le point de vue de quelqu'un ou d'une communauté en particulier. Normalement, l'historien se doit d'être impartial et du coup de ne prendre aucun parti, mais par contre de traiter de presque la totalité ou même la totalité des faits. C'est différent de la mémoire, enfin c'est différent de... Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas il n'a pas le droit d'être individuel en fait, comme une personne lambda va l'être en fait. De faire des recherches eux-mêmes, de faire attention au flux d'informations qu'il y a sur Internet et est-ce que en faisant ça on pourrait limiter justement les fausses mémoires dans le futur? Tout dépend des individus, quoi. Enfin, il faut savoir ouvrir un bouquin et choisir le bouquin en question. Je pense qu'il faut prendre connaissance de tous les points de vue, de toutes les mémoires, et d'ensuite faire la part des choses. Mais je pense que ce qui est important aussi pour nous, on n'est pas tout à fait des adultes et on n'est pas non plus des enfants.
Et je pense qu'individuellement, on sait poser des questions et je pense que par rapport à faire le tri dans toutes les informations et sur l'actualité, il faut savoir avoir du coup l'esprit critique et aussi questionner d'autres personnes qui seraient peut-être plus aptes à répondre et savoir si c'est vrai ou non en fait. Et confronter les sources, Voilà, c'est ça. finalement. Accepter le débat, que ce soit un débat entre une conviction personnelle, une haine, une passion et la version plus globale qu'on donne, et puis accepter de ne pas se fier qu'à une seule source, parce que vous comprenez que de l'altérité vient un éclairage qui va peut-être permettre justement de ne pas aller dans une radicalité. Mais ça demande un effort de confrontation de point de vue. En confrontation de point de vue, on peut parler par exemple de la mémoire de Cyril. Est-ce que se poser la question de est-ce qu'on doit publier des écrits antisémites de Pleuve ou de Céline? Et justement, est-ce que ce serait une bonne chose de pouvoir les consulter ensemble, ou alors est-ce que ce serait mauvais par rapport, par exemple, adhérer à ces idées antisémites? Il faut se poser des questions à un moment. Est-ce qu'on laisse les écrits ouverts à tous, ou alors seulement aux historiens pour qu'ils puissent justement quand ils font leur travail Oui, ou alors est-ce qu'on les publie avec des commentaires d'historiens qui permettent de mettre en perspective et de garder de la distance par rapport à ce qu'on trouve dans le contenu. Je pense que les écrits de Céline, notamment étant un témoignage historique de très grande valeur, pas forcément très intelligent de les effacer, de les oublier et de créer une névrose. Je pense que c'est intelligent de lire de savoir. Si on veut comprendre pourquoi il y avait l'antisémitisme à cette époque, il faut lire les écrits antisémites. Il y a une raison à tout, il y a tout un effet de cause à effet. Mais bon, je pense qu'il faut absolument garder tous les témoignages, quels qu'ils soient de droite, de gauche, et je pense qu'il faut tout garder et faire la part des choses. Mais est-ce qu'il faut donner libre accès à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut avoir accès à ces Ça va donner le libre, enfin, je dirais que tout le monde est du libre arbitre. Mais ça dépend de chacun. C'est peut-être un encadrement. Il faudrait une notation de l'historien. Mais je pense que, en fait, tout à l'heure, je sais pas qui disait que c'était à chacun de savoir croiser les informations, avoir un esprit critique, mais l'esprit critique, ça s'apprend. Il y a des gens qui n'en ont pas parce qu'on leur a jamais dit, tiens, pose-toi telle question, etc. Ça se développe et du coup, laisser libre accès sans rien, juste comme ça, à des écrits antisémites, racistes, homophobes, etc. Ça laisse libre cours à tout et n'importe quoi. Alors que, comme vous disiez tout à l'heure, en mettant des questionnements, etc., ça permet justement de se poser des questions. Après, un antisémite, il ne veut pas attendre d'avoir un livre pour penser n'importe quoi. Après, je pense que c'est là où qu'entre l'importance de l'éducation. Il y en a qui vont penser que quand on va à l'école et ce qu'on apprend, c'est seulement pour apprendre une seule chose et rien d'autre. Mais en fin de compte, je pense qu'on peut tous dire que on nous apprend quand même, enfin je pense, à avoir cet esprit critique, l'étude de certains documents ou la participation collective en fait en classe, la discussion, d'exposer notre avis. Je pense que c'est là que ça entre et puisqu'on est censé tous avoir une certaine éducation, je pense qu'après c'est surtout une question de volonté. Il y en a qui vont pas vouloir se poser de questions. Alors que pourtant, logiquement, on leur a appris. Il y a quand même une certaine importance aussi dans l'éducation qu'on reçoit de notre famille, de notre contexte social aussi. C'est sûr que se poser des questions, développer son esprit critique, c'est aussi ça résulte de notre volonté, mais il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas toujours maîtriser. Je veux dire, quand on a une famille ou quand on évolue dans un contexte social dans lequel certaines pensées, je ne dis pas que la famille déresponsabilise le sujet de conscience que nous sommes, mais j'ai du mal à parler, excusez-moi. Mais
J'ai perdu mon fil de pensée, mais... Et l'exemple de ce que vous dites, ça se trouve dans ce roman La mort de mon métier de Robert Merle. Je resitue un petit peu. En fait, ça part du récit qui a été fait auprès d'un psychiatre de l'un des responsables de la création des camps. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que ça rejoint ce que vous dites, c'est que la haine du juif est construite de manière multiple par différents facteurs, et que vous sentez très bien que l'influence familiale, sociale, politique ont chacun leur effet. Et notamment, il y a un traumatisme qui est créé autour de la figure du juif, parce que le père extrêmement violent du dignitaire nazi fait penser à son fils que l'image d'un diable qu'il installe dans les toilettes de la maison est associée à la figure du juif. Donc c'est comme ça aussi que vous influencez de manière très passionnelle la représentation que vous pouvez vous faire d'un ennemi. Ouais. Souvent, il est extrêmement difficile aussi de sortir de ce qu'on nous a inculqué quand on est enfant. Par exemple, dans le roman avec Eddie Belgel, de Edouard Louis, c'est ça, il montre, l'auteur parle de son expérience, il montre aussi une certaine, une société que nous, on ne connaît pas forcément, parce qu'on est un peu tous plus ou moins issus, pas vraiment issus de la même rue, le milieu ouvrier, dans le Nord, extrêmement producteur, si je puis dire, dans lequel l'école n'est pas valorisée du tout. Voilà, on veut quitter l'école le plus vite possible pour entrer à l'usine, tout ça. Donc c'est une certaine vision de la société qui nous montre aussi que c'est extrêmement difficile. Lui, il a réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, il est écrivain, il habite à Paris, il a publié plusieurs livres, plusieurs romans, en finir avec Eddie Belgel qui a été adapté au cinéma. Il a réussi à s'en sortir, mais aussi dans sa différence, Mais il insiste énormément, Edouard Louis, sur l'influence du milieu. Et d'ailleurs, il revendique très souvent l'héritage que lui a laissé Pierre Bourdieu. C'est-à-dire que oui, notre vision de la réalité est influencée aussi par le milieu dans lequel on évolue, et c'est très difficile de s'en débarrasser. Et à un moment donné, on peut accepter de confronter sa position à celle d'autres. Le déterminisme social, c'est quelque chose dont on n'y pense pas toujours. On a souvent quand on est un peu privilégié, quand on vient d'une famille qui nous a inculqué certaines valeurs, c'est dangereux de faire ça, mais je veux dire, on a souvent du mal à penser au déterminisme social. On dit que c'est la faute des autres parce qu'ils ne s'y intéressent pas forcément, tout ça. Et il faut aussi accepter de se mettre à la place des autres pour éviter d'avoir un regard un peu paternaliste ou jugeant sur les autres. Parce que, oui, parce que ça, pour rejoindre ce qu'on a dit, je pense que ça rejoint la version des vainqueurs. oui. De ce côté des classes les plus aisées, qui auraient plus de facilité. Et peut-être, j'espère ne pas vous choquer, mais me vient à l'esprit l'idée que aux obsèques nationales de Johnny Hallyday ont pu apparaître pour une fois une population qu'on ne voit jamais. Et que peut-être là, même si ça peut paraître à certains justement trop populo, eh bien on accepte que l'hommage on va dire des classes un peu populaires, rock'n'roll, soit intégré dans l'histoire de la nation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Les rockers, on voit leur commémoration aussi. Ouais, ils ont un prêtre. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Moi, je me demandais en fait, déjà en fait, l'éducation, c'est quand même la première chose d'apprentissage de l'histoire.
se rend compte que le sens qui arrive dans Internet, on me dit souvent oui, on n'a pas le temps, il y a trop de trucs à voir, il faut qu'on se dépêche, etc. Ça veut dire que plus le temps passe, plus il y a des choses à apprendre, plus la mémoire et l'histoire s'agrandit. Et je me demandais, est-ce qu'arrivé à un moment, on va devoir sauter des passages de l'histoire ou de mémoire pour justement boucler un peu le programme, etc. Et puis après, en fait, le problème, c'est là-dessus que j'ai trouvé, c'est que en fait, quand on ne sait pas les choses, on ne va pas aller forcément aller les chercher parce que justement, on ne les connaît pas, on les ignore et même en cherchant, on ne va pas forcément tomber dessus. Je me demandais comment est-ce que la mémoire et l'histoire va évoluer par rapport à l'éducation. Je pense que oui, on saute déjà des passages de l'histoire, comme on l'a dit avec le Congo belge, mais je pense que c'est parce que l'histoire qu'on nous inculque au lycée, c'est une histoire européenne. Et c'est enfin une histoire européenne, on ne voit pas par exemple le continent américain avant l'arrivée des Espagnols. Et je pense que du coup c'est, je ne sais pas si on peut dire normal, mais on ne peut pas apprendre toute l'histoire de toute l'humanité au cours de notre scolarité. Mais je pense quand même qu'il y a, du coup, il y a un tri qui est obligé d'être fait, et c'est un tri d'un point de vue européen. Et aussi, on ne peut pas être altermondialiste sur tous les points de vue. Enfin, l'éducation, il faut centrer sur... Bien sûr, il faut avoir une vision plus ou moins globale, mais on ne peut pas étudier toutes les histoires de tous les pays. Enfin, moi, quand j'étais en Argentine pendant 1 an, j'étudiais les civilisations avant l'arrivée des Espagnols. Mais en France, ça n'a pas d'intérêt parce que ça ne participe pas à la compréhension de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Mais tout dépend du pays. Et une éducation, c'est dans un pays, c'est pas généralisé. Et puis en plus bien de qu'il ça, faut un socle commun. En plus de ça, depuis le début de notre éducation, on voit bien qu'elle s'élargit au fur et à mesure. Quand on est en primaire ou au collège, on voit surtout l'histoire de la France, parce qu'en fin de compte, on est en France, et en fin de compte, après, on va là où il y a des conflits, on va élargir notre point de vue sur d'autres parties du monde, et surtout en terminale, là où on s'intéresse quand même à pas mal de continents. Donc je rejoins ce que disait François. Au début, c'est vrai qu'on va voir plus l'histoire de l'Europe parce que c'est là où on vit et parce que peut-être on pense que c'est plus intéressant de s'occuper de ce territoire parce que c'est probablement celui où on va finir notre vie, en fait, où on va toujours être. Alice ? Ça peut être aussi un peu problématique de voir que l'Europe, et même quand on ne suit pas l'Europe, c'est son point de vue européen. Par exemple, ça pose problème dans les territoires d'outre-mer, qui étudient l'histoire de la France, sauf qu'ils sont pas. De base, c'est pas leur histoire en fait. Et ouais, en fait, même si évidemment on ne peut pas tout voir, il ne faut pas aussi se dire qu'on peut voir les choses que du côté européen, parce que c'est comme ça qu'on développe aussi. Il y a des gens qui disent que la colonisation, ça va quand même aider les peuples, etc. Donc, on peut le voir du point de vue européen et ne pas exclure l'esprit critique dont on parle aussi. Mais juste pour préciser une chose, les programmes d'histoire, oui, relèvent d'un choix, mais en même temps, ils relèvent aussi d'un processus, c'est-à-dire que les programmes sur lesquels vous travaillez maintenant dans votre scolarité ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ils ne seront pas ceux que nos successeurs vont aborder aussi. Donc ces programmes ils sont aussi discutés, débattus, et parfois amendés. On revient sur certaines choses. C'est lié à ce qu'on disait, c'est parfois c'est lié à ce que les historiens peuvent produire aussi comme réflexion. C'est lié aussi à certains porteurs de mémoire qui peuvent insister pour qu'à un moment donné, on introduise tel ou tel aspect. Juste 2 exemples. Il y a encore quelques années, l'histoire de la traite, de l'esclavage et des abolitions n'était pas forcément intégrée dans les programmes comme c'est le cas aujourd'hui. Même chose pour l'histoire de l'immigration. Après,
après, on peut continuer effectivement d'en discuter, considérer que ce n'est peut-être pas suffisant, peut-être continuer de faire des efforts dans ce sens, ou aménager certains programmes pour accorder un peu plus de place à tel ou tel élément qui est déjà présent. Mais il me semble que ça montre bien que justement ce rapport mémoire-histoire, il est pris en compte quand même par nos programmes tels qu'ils sont enseignés dans l'éducation nationale. Ouais, de toute façon, je pense que c'est de nous emmener, plus on avance, plus on Souhaitons-le, en tout cas. énergie. Avant, je disais qu'on n'étudiait pas autant, c'est là. Ou pas de la même manière, Ouais, pas avec le même regard. Justement. Est-ce que ça vous a plu? Enfin voilà, ce qui est intéressant, c'est effectivement de générer le débat. Je pense que vous voyez bien l'intérêt de cette confrontation des positions, qui évite de simplifier et de ne donner qu'une ligne claire de l'histoire. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir en discuter comme on a fait ce matin, c'est-à-dire de manière paisible, voilà, parce que le rapport histoire-mémoire ne peut qu'en profiter, justement, parce qu'il faut le garder, c'est-à-dire que l'une n'exclut pas l'autre, et inversement, et comme on a vu, les matières artistiques et la littérature en particulier aident aussi à avancer dans cette réflexion du rapport entre histoire et mémoire. Donc, merci.